Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup, Jacques, de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi d'être là ce matin. Je n'ai que 20 minutes, donc je vais faire vite dans l'introduction, mais je voudrais que je me suis intéressé au phénomène à cause de plusieurs effets. Entre autres, je suis clinicien, je fais de la psychothérapie, j'ai des familles auxquelles j'accompagne, et c'est un des principaux sujets sur lesquels je vais travailler en fond dès le départ pour aider les familles justement à réorganiser un petit peu leur manière d'intervenir. Et on voit que l'usage des écrans est bien souvent une des principales causes de discorde, aussi bien à l'intérieur de la maison que dans les effets que ça va avoir dans nos écoles. Vous le savez, il y a une augmentation de TDAH et de TDA qui est phénoménale actuellement dans nos écoles. Le taux de médicaments qui sont donnés aux enfants est effrayant. Et en fait, bien souvent, on ne va pas à la cause. Pourquoi l'enfant gigote tout le temps sur son banc d'école? Pourquoi il est tout le temps distrait? Et donc, petit à petit, je me suis amené à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai eu la chance de collaborer avec une équipe de francophones en France, avec Michel Limerger, Bruno Harley et Sabine Comtois, qui m'ont amené leurs éclairages parce qu'ils en ont fait une de leurs spécialités. Alors, une chose qu'il faut se dire, c'est que le jeu a toujours fait partie de notre vie. Nous apprenons par jouer, en jouant. Si on veut qu'un enfant mémorise bien l'ensemble des connaissances qu'on veut lui apprendre, le fait de passer par le jeu, que ce soit signifiant pour lui, qu'il puisse l'expérimenter en relation avec les autres, va faire en sorte que l'apprentissage va être beaucoup plus inscrit, beaucoup plus efficace. Et une chose auquel on oublie bien souvent, à votre avis, le cerveau, il atteint sa pleine maturité à quel âge? Bien au-delà. En fait, l'épaisseur maximale de la partie préfrontale de notre cerveau atteint sa valeur maximale aux alentours de 40 à 45 ans. Après, ça dépend de nos habitudes de vie. Mais avant aussi, ça dépend de nos habitudes de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir 7 ans pour que le cerveau soit capable de coordonner nos jambes. Ça veut dire que nous sommes une espèce animale qui dont une de nos caractéristiques, c'est de marcher sur deux pattes. Et ça va prendre 7 ans à notre cerveau pour être capable de coordonner de manière adéquate notre posture et la manière dont on va développer la position du pied sur le sol. Alors imaginez pour l'ensemble de nos fonctions cognitives ou l'ensemble de nos fonctions affectives. Le cerveau, il fonctionne comment? C'est des milliards de cellules qui doivent apprendre à fonctionner ensemble. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que ça va prendre 40 à 45 ans pour que les connexions puissent être suffisamment efficaces. Donc, vous voyez, par exemple, ici, à votre gauche, des triangles. Certains vont même voir l'étoile de David. Pourtant, s'il y a quelque chose sur l'image, c'est des Pac-Man et des segments de droite. Mais on est tellement habitué à reconnaître les triangles, parce que depuis la maternelle, pour ne pas dire depuis le CPE, pour ceux qui l'ont connu, on nous habitue à reconnaître les triangles on voit même un triangle au moment où ça n'existe pas. Et une autre chose aussi qui est importante, c'est que notre mémoire, ce n'est pas juste la mémoire cognitive. On a plein de mémoires dans notre cerveau. Entre autres, une qui va s'inscrire au niveau des amygdales. Les amygdales, il y en a 2 dans votre gorge, mais il y en a 2 aussi dans votre tête. Elles ont un rôle dans votre gorge de vous protéger des microbes et dans votre tête, elles vont vous protéger de toute situation qui peut être perçue comme menaçante ou dangereuse. Donc l'enfant qui grandit, au fur et à mesure qu'il vit des expériences, qui sont le fun ou qui sont moins le fun, les amygdales vont repérer les situations de danger. Si vous vous levez, vous essayez de tomber en arrière, vos amygdales vous empêcheront de tomber. Parce que votre cerveau sait que si vous tombez en arrière, vous risquez de vous faire mal. Donc, à ce moment-là, vos amygdales vont être plus fortes que votre volonté de vous laisser tomber. Les amygdales vont mémoriser donc, les différentes situations qui sont problématiques pour notre intégrité. Alors, depuis notre naissance, il y a 2 besoins fondamentaux qu'on va aller chercher. Il y a d'abord le besoin de lien. On veut être en lien harmonieux, on veut être en lien de qualité, on veut des belles relations, des beaux amis, une belle famille. Donc on a quelque chose qui nous pousse à être en lien avec les autres. Mais dans le même temps, on a aussi une pulsion qui nous pousse à nous séparer, à nous individualiser, à être des personnes à part entière. Et en fait, bon an, mal an, l'enfant va devoir apprendre à gérer ces 2 pulsions.
Et bien souvent, il est pris dans des moments de sa vie, dans les stades de développement, où il est souvent coincé entre ces deux pulsions. L'âge du non, c'est probablement sa première crise existentielle, où il voudrait donc garder le lien avec papa et maman, mais en même temps, il veut n'en faire qu'à sa tête. Donc les deux pulsions deviennent opposées l'une à l'autre. Et ça crée un degré d'anxiété que nous allons encore vivre dans nos couples. Il y a des moments où on a le goût d'être avec notre conjoint, notre conjointe, on a le goût d'être avec nos enfants, et il y a des moments où on a envie d'avoir la paix, on a envie de se retirer, on a envie... Et c'est cet équilibre-là qui est parfois difficile à trouver dans une famille ou dans une classe. De là, on en arrive à quoi? Est-ce que c'est le genre d'image qui vous fait plaisir? Pourtant, elles sont inactives. Et si vous regardez un film d'horreur, vous aurez beau essayer de vous raisonner, d'utiliser votre belle intelligence, malgré tout, votre respiration va s'accélérer, le rythme cardiaque s'accélère, vous allez commencer à gesticuler, vous allez commencer à bouger, d'accord? Vous aurez peut-être envie de manger quelque chose ou de vous éloigner de l'écran. Intellectuellement, vous savez que ce n'est qu'un jeu ou que ce n'est qu'une image ou que ce n'est qu'un film. Mais l'ambiance du film fait en sorte que ça va déclencher des mécanismes de réaction à l'anxiété grâce aux amygdales dont je vous parlais tout à l'heure. Un contre-exemple, c'est l'exemple de La vie est belle. Si vous avez vu ce film-là, vous vous souvenez peut-être que le papa, alors qu'ils sont dans un camp de concentration pendant presque 3 ans, il va faire croire à son enfant qu'ils sont dans un camp de vacances. Et il rend l'emprisonnement comme une expérience ludique pour l'enfant. À ce moment-là, l'enfant passe à travers l'incarcération sans avoir trop de séquelles. Et même quand le papa va se faire fusiller, il transforme cette période-là en une situation de clown, c'est l'image que vous voyez en dessous, juste pour que l'enfant puisse ne pas être trop effrayé de la situation, malgré le fait que papa va malheureusement mourir. Ça joue pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, quand le degré de stress est trop élevé, d'accord, ce qu'on va voir, c'est que notre cerveau réagit mal à l'excès de stress. Quand on regarde ici les coupes de cerveau que vous avez, c'est la partie singulaire du cerveau de souris, où vous avez à gauche des rongeurs qui sont restés avec leur maman, et à droite des rongeurs qui ont été sevrés très tôt après la naissance, et qui ont reçu tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir survivre. Seule différence entre les deux groupes, présence de maman ou non. Et chaque fois que vous voyez un point bleu, c'est en fait une cellule nerveuse de la partie corticale. Et ce que cette équipe-là a réussi à faire, c'est à identifier les endroits où il y avait de la mortalité cellulaire. Donc on voit que le degré de stress, quand le mammifère n'est pas sécurisé par maman, est tel qu'il va finir par y avoir une mortalité cellulaire beaucoup plus importante dans le cerveau d'un petit mammifère comme une souris qui n'est pas sécurisée par maman. Alors imaginez ce que ça peut être pour nous les êtres humains. Donc quand le degré de stress va augmenter trop fort, les amygdales sont obligées d'intervenir. D'accord? On ne peut pas laisser des choses comme ça. On ne peut pas avoir un cerveau qui est continuellement attaqué. C'est comme une forme de rouille, si vous voulez. Ce sont les radicaux libres qui vont venir ronger les neurones. D'accord? Le stress va faire en sorte qu'on va avoir des mécanismes de défense. Et quand vous regardez ici le mécanisme que je vous montre, en fait, vous avez à votre droite, si je ne me trompe pas, donc vous avez un stimulus qui va monter au niveau du thalamus. Ça, le thalamus, c'est sous-cortical. Ça veut dire que notre conscience, elle n'a pas trop accès à ça. Et quand l'enfant ou quand l'animal est en sécurité, on va avoir accès à ce qu'il appelle la ligne haute, où on va passer par tout le degré de gros bon sens. Et puis ça va redescendre, ça va calmer les amygdales, et la réponse émotionnelle va être adaptée, humaine, affective. Mais malheureusement, quand l'information est trop débordante, quand le stress est trop important, une fois que ça arrive dans le thalamus, ça ne passe même pas par le néocortex, ça redescend immédiatement. Et la plupart des comportements dérangeants qu'on va voir chez nos enfants sont issus de ce mécanisme-là. Dans une situation où ils se sentent insécures, où ils ne se sentent pas compris, pas entendus, pas respectés, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est leur perception qui va primer, ça va déclencher la plupart de nos mécanismes de défense. Et donc, en fait, cette boucle-là va faire en sorte que le petit guerrier ou la petite amazone va apparaître pour se protéger de la situation qui est stressante pour l'enfant.
Certains petits garçons risquent de bouger, certaines filles, ça arrive aussi. Il y en a d'autres qui vont partir dans la lune, il y en a d'autres qui vont développer de l'orgueil, il y en a d'autres qui vont démontrer de la procrastination ou des choses pareilles. Le refus de collaborer ou des choses pareilles sont bien souvent dus aux amygdales parce que c'est trop dangereux que de se retrouver dans cette situation-là. De là, on en arrive. Houston, we have a problem. La télévision, les jeux vidéo, c'est comme une voiture. La voiture peut être bien utilisée et peut être mal utilisée. C'est la même chose pour nos téléphones intelligents, c'est la même chose pour nos ordinateurs. Donc ici, l'objectif, c'est d'arriver à comprendre quel est l'impact des choses qui vont arriver. Okay? On a décidé de mettre un code de la route parce que quand la voiture est apparue, quand il n'y avait pas de code de la route, il y avait un peu trop de morts sur la route. Donc, on a codifié la manière dont les gens devaient conduire. La même chose, quand moi j'étais enfant, c'était normal d'aller chercher la bière et les cigarettes de mes parents au dépanneur du coin. Alors qu'aujourd'hui, je ne pense pas que mes enfants auraient la possibilité de faire quoi que ce soit. Il faut au moins 18 ans. Donc, on s'est rendu compte de l'impact négatif de l'alcool ou de la voiture et on a mis une codification pour protéger l'ensemble de la population. On en est un petit peu au même stade actuellement. Vive la technologie moderne. Donc... On en est un petit peu au même stade avec les jeux vidéo où on se rend compte de plus en plus de l'impact physiologique et comportemental que ça va avoir chez nos enfants et chez nos adultes quand ils utilisent les écrans. Et on parle bien d'écran de loisirs, pas d'écran de travail, dans le sens que si vous écrivez une lettre, que vous l'écriviez sur un morceau de papier ou que vous l'écriviez sur un courriel, ça reste une lettre. C'est vraiment la notion de loisir qui peut éventuellement nous poser des problèmes. Et le travail de Michel Desmurger, qui est un neuroscientifique qui a travaillé beaucoup aux États-Unis et maintenant en France, il a fait une synthèse de toute une série d'études scientifiques qui démontraient l'impact de la télévision. À 2 ans, le fait de regarder la télévision 1 heure par jour, ça double les risques d'avoir un TDA, trouble déficitaire de l'attention. Lubin, à 3 ans, regarde 2 heures de télévision par jour. Lui, ça va tripler les risques d'être en surpoids. 4 ans, regarder des programmes de jeunesse violents, ça va quadrupler le risque que cet enfant-là ait des comportements, des troubles de comportement une fois qu'il sera à l'école. Sylvia, si elle regarde 1 heure par jour, ça augmente de plus d'1 tiers ses risques de devenir une adulte sans diplôme. Lina regarde des films comme Les jeunes femmes désespérées, ça triple le risque qu'elle tombe enceinte de manière involontaire avant ses 16 ans. Entre 40 et 60 ans, parce qu'on n'y échappe pas, si nous regardons 1 heure par jour la télévision, on va multiplier d'1 tiers le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Puis si Henri et René, qui sont 2 jumeaux, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils font. S'il y en a un qui regarde 4 heures par jour et l'autre va juste regarder 2 heures par jour, bien on voit que celui qui regarde 4 heures par jour de télévision a 2 fois plus de chances que son jumeau de développer un infarctus. Donc on voit qu'il y a un paquet de choses simplement dans la position assise à regarder un écran. On voit que ça a déjà un impact sur la santé. L'autre chose aussi, dans ce que Michel Desmurger rapportait, c'est qu'il suffit de 9 minutes de télévision le matin pour perturber les apprentissages de l'enfant. 4 minutes suffit si c'est Bob l'éponge. Pourquoi? C'est le degré de stimulation qu'on va avoir. D'accord? Donc, si un enfant qui est hyper stimulé par Bob l'éponge, quand il arrive à l'école, il est de même. Il n'arrive plus à être disponible pour apprendre ce que madame ou monsieur voudrait lui apprendre au niveau scolaire. L'autre chose aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de l'anxiété généralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'affaire O.J. Simpson, on savait que la plupart des études scientifiques parlaient d'environ 9% des gens qui se décrivaient comme des personnes anxieuses. Arrive l'affaire O.J. Simpson, où, si vous vous en souvenez pas, il y a un brave homme qui est soupçonné d'avoir tué du monde dans sa famille, et il y a toute la police, les hélicoptères, et toute une série de choses qui se passent. Il y a une course-poursuite dans les rues, et les télévisions, pour la première fois, vont faire des directs. Et se rendent compte que, hey, de faire des directs sur des drames, on a des auditeurs, on a des téléspectateurs. Donc, c'est bien intéressant. Et depuis ce moment-là, c'est devenu une méthode de financement des chaînes publiques et privées, parce qu'en faisant la couverture de drames, mais ça attire justement des lecteurs, ça attire des téléspectateurs. Et on se rend compte que juste après l'affaire O.J. Simpson, le taux de stress était monté de 36% chez les gens. Et aujourd'hui, il avoisine les 24%.
Parce que c'est devenu une manière habituelle de transmettre l'information. D'ailleurs, même la météo, on se retrouve avec des personnes qui sont 2 bottes dans l'eau pour nous montrer l'impact de la montée des eaux à chaque fonte des neiges. C'est correct, c'est une procédure journalistique de nous transmettre l'information. C'est vivant, ça nous fait vivre l'actualité. Mais en même temps, l'impact que ça va avoir, c'est qu'on va augmenter. Souvenez-vous, à Noël, on allait avoir une bombe météorologique. 2 cm de neige. Mais combien de gens sont allés cliquer sur Météo Média pour regarder où en était la météo? Mais ça, chacun des clics fait en sorte que eux, quand ils veulent aller chercher des sponsors, des commanditaires, ben, ils disent hey, regardez, il y a autant de clics qui se fait chez nous, on est rentable pour votre publicité. Et on voit que cette conjonction des 2 choses-là fait en sorte que les gens sont potentiellement de plus en plus anxieux. Quand on regarde aussi, les jeunes de 14 ans démontrent plus de signes d'anxiété que les bambins de 4 ans. Et quand on regarde, le premier facteur qui va influencer, c'est la vision des films d'horreur, bien avant ce qui se passe à l'école. Les téléspectateurs, progressivement, vont développer ce qu'on appelle, ce que Michel Desmurger appelle le syndrome du grand méchant monde. On est bien chez nous, on est mieux chez nous, on va être devant notre ordinateur, devant notre télévision, et on ne va plus vouloir trop sortir parce que l'extérieur est dangereux. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a de moins en moins de personnes dans les cinémas, dans les salles de spectacle et quand on fait des conférences. Parce que les gens préfèrent regarder ça devant leur écran plutôt que d'être dans un environnement comme le nôtre. L'autre chose aussi, c'est qu'on pensait qu'il y avait un effet cathartique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on pensait que, hey, quand les enfants vont regarder des films violents ou quand ils vont jouer à des jeux vidéo violents, ils vont décharger leur agressivité, puis après, ce sera mieux. Malheureusement, avec le recul, c'est absolument pas vrai. Au contraire, ça démultiplie le degré de violence et d'agressivité chez certaines personnes. Et c'est là qu'on en arrive au travail de Bruno Harley et de Samine Duflo. C'est qu'eux, ils ont travaillé, ils ont fait une clinique spéciale pour justement travailler avec des familles dont la problématique était l'usage des vidéos. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a une corrélation directe entre l'hyperactivité et le nombre d'heures que l'enfant va passer devant des jeux vidéo. Il va y avoir une augmentation des troubles de comportement. Il va y avoir de la difficulté d'apprentissage, des difficultés de langage, des difficultés de graphisme. D'accord? Microsoft qui fait la promotion d'arrêter d'apprendre à écrire. Vu qu'on a des tablettes, on n'a plus besoin d'apprendre à écrire. Mais on n'empêche que l'écriture reste quand même un acte humain qui, pour moi, a une certaine valeur. Il va y avoir même, dans certains cas, des hallucinations. C'est-à-dire qu'à force de se battre contre des zombies, on finit par voir des zombies dans la rue. On ne voit plus d'autres personnes, on voit des zombies, on est en danger, et ça peut déclencher des psychoses chez certaines personnes. Des psychologues américains ont même révélé que l'usage des jeux comme GTA et d'autres, Grand Theft Auto et d'autres jeux de ce genre-là, était utilisé par les soldats pour les désensibiliser de manière à faire des combats au corps à corps une fois qu'ils sont envoyés au front. Il n'y a pas de régulation dans les jeux vidéo comme la télévision. C'est-à-dire que pour la télévision, il y a une censure. Il y a un comité de gens qui regardent le film et qui vont mettre une petite étiquette, 8 ans et plus, 13 ans et plus, et ainsi de suite. Ça n'existe pas dans le jeu vidéo. C'est que l'industrie se donne bonne conscience en se mettant un logo, mais s'il n'y a pas de système extérieur qui va réguler l'usage et la degré de dangerosité des jeux. Et l'autre chose qui est importante, c'est que, je le disais tantôt, je suis un intervenant, j'interviens auprès des familles. Et c'est ce que Bruno et Sabine disaient aussi, il ne faut pas culpabiliser les familles. Donc si vous acceptez que vos enfants, vos petits-enfants ou vous-même utilisez les jeux vidéo, regardez, ça n'a pas besoin de se culpabiliser, juste essayer de développer de saines habitudes de vie, c'est ce qui permettrait d'éviter des difficultés. Alors comment ça se fait que ces comportements vont se mettre en jeu? On a dans notre cerveau un système qu'on appelle le système hédonique. Le système hédonique, c'est le système qui se met en marche quand vous mangez et que vous avez du plaisir à manger. Quand vous faites l'amour et que vous avez du plaisir à faire l'amour. Parce que ce sont des actes qui encouragent la survie individuelle et de l'espèce. Donc à chaque fois qu'il y a une situation qui pourrait encourager une survivance de soi ou de la collectivité, le système hédonique va pouvoir fonctionner. Ça veut dire que si, par exemple, notre famille est en danger et qu'on n'a pas l'habitude de se battre, mais qu'il faut se battre pour protéger notre famille, eh bien, le système hédonique va déclencher un mécanisme de récompense. Tu as bien fait de protéger ta famille. Mais mon petit guerrier qui est devant son jeu vidéo, qui tue des zombies, mais son système hédonique va se mettre en marche.
Il va se mettre en marche. Chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, le système hédonique lui dit « c'est bien, continue, tue-les les zombies, tue-les les ennemis, c'est une bonne chose ». Et au fur et à mesure que ça se fait, la libération de dopamine est de plus en plus forte et elle devient dépendante du jeu vidéo. Seul problème, c'est que la dopamine, on en a besoin pour se concentrer à l'école. Je mets au défi tous les professeurs, moi y compris, d'être aussi stimulants qu'un jeu vidéo. C'est impossible. Donc l'enfant qui a été surstimulé par une émission à la télévision ou par un jeu vidéo le matin, quand il arrive à l'école, son cerveau ne peut plus distribuer de la dopamine pour qu'il arrive à rester concentré et qu'il arrive à répondre aux demandes du professeur. Puis si ce professeur ou le parent se fâche, mais lui, il ne voit pas un professeur, il ne voit pas un parent, il voit un zombie. Et il faut abattre le zombie. Et si je ne peux pas l'abattre parce que je n'ai pas mon arsenal avec moi, mais il faut que je m'enfuis. Puis si je ne peux ni l'attaquer, ni m'enfuir, ben, je pars dans ma tête, parce qu'au moins dans ma tête, je suis sécuritaire. Et on voit en fait que l'usage des écrans peut devenir chez des enfants de plus en plus problématique. Et en même temps, il y a un autre phénomène qui va apparaître, c'est que plus mon système de dopamine est surstimulé, plus je vais débrancher deux autres systèmes, le système avec la noradrénaline et le système avec la sérotonine, qui me donnent accès à la résonance émotionnelle. Ça veut dire que quand je vois un copain qui se casse la figure dans les escaliers, je vais rire. Parce que j'ai plus assez de sérotonine pour m'amener à avoir de la compassion pour mon chum qui tombe dans les escaliers. Et je vais avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir arriver à avoir du gros bon sens parce que ma noradrénaline, elle ne sera plus assez. Donc, je ne pourrai plus délayer. Il faudra que j'ai tout de suite. C'est là, maintenant, que je veux l'attention de papa, de maman ou le professeur. Je ne suis plus capable d'attendre. C'est la même chose avec un téléphone intelligent. Il y avait quelqu'un qui avait fait une expérience il y a peut-être 1 an ou 2 dans une conférence. Elle avait demandé dans l'école secondaire où elle était, prenez votre téléphone et déposez-le en dessous du siège. C'était la panique. Mais oui, mais si ça sonne, ben oui, ben ça va sonner. Il est juste à 50 cm plus loin. Juste d'éloigner de 50 cm le téléphone, ça déclenchait des réactions face à l'anxiété, d'anxiété. Donc, on voit que l'usage des écrans va déclencher plus d'anxiété, déclencher plus de choses. Alors, c'est certain que nos jeunes adolescents qui vont jouer là-dessus ou qui vont téléphoner, ils répondent à 2 besoins. C'est qu'à la fois, ils sont chez eux, donc ils sont séparés de leurs amis. Vous vous souvenez des 2 besoins fondamentaux? Et en même temps, ben, ils sont en lien avec les autres. Quelque part, ça répond à leurs besoins à la fois de lien et de séparation. La même chose pour les gars qui vont jouer en réseau. Ils sont à la fois avec leurs copains, mais séparés de leurs copains. Donc, ils résolvent, si vous voulez, leur angoisse existentielle à trouver la bonne distance. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont devenir papa et maman? Seront-ils seulement disponibles pour pouvoir accompagner? Est-ce que s'ils deviennent, mettons, des enseignants, comment ils vont gérer aussi la dynamique de la classe? C'est pas évident d'être professeur et d'être tout seul avec 25 flots qui sont devant vous et qui peuvent éventuellement faire le mariole. Le degré d'anxiété est pas mal élevé. Ça se pourrait-tu que certains enseignants, s'ils jouent à des jeux vidéo, qui sont tout le temps en train de chatter, leur degré d'anxiété va augmenter, ils ne seront plus capables non plus de pouvoir interagir avec leur classe. Donc, quand on regarde en fait les effets addictifs, on se rend compte en fait que l'addiction va utiliser le système de récompense et va retourner quelque chose qui est un bienfait pour nous contre nous. Parce qu'à force de l'utiliser, ben c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vraiment bon et qu'est-ce qui est vraiment mauvais. Et plus l'enfant va être jeune, plus ça va avoir un problème. On s'entend qu'une personne qui a déjà un bon vécu a quand même une capacité de discernement qui s'est installée, mais qu'un enfant de 3 ans qui joue avec sa tablette depuis je ne sais combien de temps est déjà dans des difficultés. Alors, quelques pistes éducatives à pouvoir mettre en place si vous pouvez le faire avec vos familles, vos patients ou vos petits-enfants. Retirez tous les écrans de télévision, les ordinateurs, les connexions Internet qui sont dans les chambres. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un espace de détente et un espace d'usage des écrans. Éviter les téléphones et ne pas y avoir accès à partir de 7 heures. Pour 2 raisons, parce que ça maintient le degré d'anxiété, donc c'est difficile d'aller dormir, mais en plus, les ampoules d'ailes
d'accord, les écrans plats vont venir perturber la libération de mélatonine et donc ça va perturber le déclenchement du sommeil. Donc on va avoir de plus en plus. Et puis déjà que nos adolescents ont cette particularité d'avoir un système de mélatonine qui est déréglé, parce qu'ils sont adolescents, ça se replace une fois qu'ils sont adultes, c'est certain que ça contribue à leur besoin d'aller dormir vers 2, 3, 4, 5 heures du matin. Encourager les choix éclairés, c'est-à-dire enregistrer les émissions et toujours les regarder en différé. Regardez avec vos enfants et au moins de regarder ce qui se passe. Par exemple, nous autres, on avait permis à nos enfants de 10 ans de commencer à regarder Subito Texto, puis on s'est rendu compte qu'ils développaient des comportements qui étaient contraires au code de vie de notre maison. On a arrêté Subito Texto. On a trouvé une autre émission qui leur fait plaisir, qui leur amène quelque chose avec des valeurs qui sont peut-être un peu plus proches de ce que nous, on souhaitait leur transmettre. Sélectionner les programmes, sélectionner les jeux et éviter toute forme de violence à l'écran parce que ça va augmenter le fameux syndrome du grand méchant monde. Réduire le plus possible le temps passé devant les écrans en termes de loisirs. En fait, il faudra un maximum de 5 à 7 heures par semaine et 7 heures, c'est une exception, devant nos écrans. De loisirs. On s'entend que ce n'est pas du travail. Si nos enfants font une recherche sur la Chine ou sur le Japon, c'est une question de travail comme nous, on utilisait une encyclopédie quand on était des enfants. Éliminer l'accès aux écrans avant l'âge de 3 ans. Parce que le degré de problèmes physiologiques qui découle d'un usage avant 3 ans est beaucoup trop important et ça va laisser des séquelles plus importantes. C'est certain que si vous regardez Toc 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 avec votre petit-fils et que vous êtes à côté de lui ou qu'il est sur vos genoux, c'est autre chose. Le petit-fils, la petite-fille, il est dans vos bras, d'accord? Et à ce moment-là, il y a une relation avec lui, il n'est pas tout seul. C'est le fait d'être seul devant la tablette, seul devant l'écran ou la télévision qui est problématique. Encourager les jeux réels, c'est-à-dire le jeu libre, sans nécessairement que l'adulte soit là, ou les jeux de société avec la famille, recommencer à faire des jeux de société. Vous vous souvenez comment on s'amusait avec les jeux de cartes? Favoriser les jeux à l'extérieur de la maison le plus possible. C'est certain que ça va demander peut-être la présence d'un adulte, surtout si on habite dans un HLM et que le parc n'est peut-être pas nécessairement très sécuritaire, mais au moins vos enfants vont vivre la vraie vie en grimpant dans les arbres, en grattant sur une cage à poules ou sur les toboggans. Encourager la motricité globale de l'enfant. On a besoin de notre corps pour apprendre, aussi bien pour apprendre les bonnes habitudes de vie que pour apprendre au niveau cognitif. Notre corps est notre principal outil d'apprentissage. Et ne pas craindre que les enfants s'ennuient. Moi, il y a un plaisir que j'ai l'été. Allez dehors, mais je m'ennuie. Tu as le droit de t'ennuyer. Non, mais tu n'as pas compris, je m'ennuie. Mais oui, mais c'est parce qu'on est en démocratie, tu as le droit de t'ennuyer. Non, mais tu ne comprends pas mon besoin, là, je veux rentrer. Non, mais tu as le droit de t'ennuyer. Va t'ennuyer. Au bout de 10 minutes, ils se sont inventés un jeu. La créativité vient de l'ennui. Donc, si on veut que nos enfants continuent à créer, amenez-les à s'ennuyer. Leur cerveau va faire en sorte qu'ils vont s'inventer un jeu et le système hédonique va être bien utilisé parce que quand j'ai du plaisir, j'ai du fun, je crée quelque chose, j'ai du fun. Alors voilà.